que Stéphane se dit, j'ai fait ma première transformation digitale, je m'arrête, petite pause pendant 2 ans, je vais expliquer à NextStage que je mets en off tous mes data scientists et mes développeurs. Eh bien non, on ne peut pas se dire ça. La transformation digitale, c'est un renouveau sans fin. Et c'est un renouveau sans fin parce qu'on est perturbé par l'essor des nouvelles technologies, Nicolas le disait, par nos collaborateurs qui en veulent toujours plus, Julie le disait aussi, et puis par tout simplement votre entreprise qui grandit et qui change de modèle. Donc il faut revoir régulièrement, repenser à tout moment sa transformation digitale. J'espère que je ne vous sape pas le moral. Et nous allons évoquer ce sujet avec toi, Diane. Alors Diane est directrice générale adjointe de Lynxea. Lynxea, c'est le leader indépendant de l'épargne en ligne en France. 80 000 clients, 3 milliards d'euros confiés par ses clients, une centaine de salariés. Alors cette fois-ci, on n'est plus au Luxembourg. Une entreprise fondée à Ajaccio, avec toujours une partie des équipes, notamment les conseillers en investissement là-bas, et le reste à Paris. Cette société a été rachetée en 2015 par NextStage et 2 coprésidents, Antoine Delon et Yves Conan. Alors, Lynxea, c'est une croissance de chiffre d'affaires de 80% entre 2021 et 2022, une croissance de 125% du nombre de clients depuis 2020, des contrats assurance vie et PER multi-récompensés dans la presse depuis des années. Alors, promis, j'arrête après les métaphores des animaux, mais juste une der des der. La transformation de Lynxea s'apparente à la mue d'une chenille devenue papillon. C'est plus sympa que la pieuvre, hein. Lynxea est une société digitale native qui s'est créée sur un modèle VPC à distance dès le démarrage. Et bien régulièrement, elle doit faire sa mue et se renouveler en permanence. Alors, première question, Diane, comment on gère ces mues successives, la mue de ces équipes et ces dettes techniques finalement qui deviennent permanentes puisqu'il faut revisiter son modèle technologique en permanence? Voilà, c'est ça dont on voulait parler ce soir, c'est qu'en fait, il n'y a pas une transformation digitale, mais c'est plutôt une évolution digitale continue. Et chez Lynxea, c'est ce qu'on a aujourd'hui avec une société qui est un pur player du web, mais qui néanmoins a besoin de se réinventer. Et vu la présentation qu'on a eue tout à l'heure, qui est presque anxiogène, à un rythme de plus en plus soutenu. Donc face à plein d'idées, parce qu'en effet, on y pense toute la journée, comment on utilise ChatGPT pour offrir un service client à nos épargnants, comment on utilise ça pour écrire notre contenu, Mais c'est vrai que l'implémentation est toujours plus lente, et notamment à cause de la dette technique. Donc la dette technique, je voulais vous parler, sans doute vous en avez entendu parler dans vos entreprises, c'est le fait que le code ou la structure du code devient fragile au cours du temps, parce que soit le code a été écrit un peu en précipitation, donc il n'a pas été bien écrit pour en fait sortir des fonctionnalités produits le plus rapidement possible, soit parce que le framework de langage sur lequel se basent les développeurs devient obsolète, soit les deux, en gros. Et du coup, cette dette technique, elle s'accumule, et c'est comme des gens qui courent un marathon avec un sac à dos rempli de cailloux de plus en plus lourd. Et en fait, au bout d'un moment, la sortie et le rythme de sortie des fonctionnalités produits ralentit, avec le risque que ça s'arrête totalement. Donc, c'est ce à quoi on est confronté chez Lynxea clairement aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce que nous, on met en place pour essayer de résorber cette dette? Le premier, c'est déjà tout développement qu'on fait, tout code qu'on écrit aujourd'hui, il faut anticiper la dette future et donc écrire un code avec des bonnes pratiques, de mettre en place des systèmes de tests automatisés, de end-to-end, comme on appelle, qui vont s'assurer que le code est écrit sans bug potentiel à l'avenir. Donc ça, c'est par exemple, c'est une des techniques, ou du pair programming, où un développeur va vérifier ce que fait l'autre développeur. Le deuxième, je dirais, c'est le plus pénible, c'est résoudre la dette existante sur le code qu'on utilise en fait dans nos applications. Et là, on passe, et je pense que c'est un peu la trajectoire de toute entreprise où le digital devient important, c'est d'une roadmap qui était purement produit, c'est-à-dire où on va sortir des nouvelles fonctionnalités qui vont servir le business. On doit passer à un moment à une roadmap qui est tech et produit, où on doit réserver du temps pour résorber cette dette. Et là, ça
ça grince, notamment au sein des directions générales qui ne comprennent pas que ça mette du temps et qui ne veulent pas entendre le fait que là, on a des sprints, donc on fonctionne avec des sprints de 2 ou 3 semaines, on a des sprints où on va allouer 50% par exemple du temps à résorber cette dette technique. Ça fait plaisir aux développeurs parce que je pense qu'ils aiment bien naturellement écrire un bon code et réécrire un code. Mais ça fait moins plaisir au CPO, par exemple, qui va pas comprendre pourquoi ces features vont pas avancer, ou à Nextstage, qui nous challenge. Non, mais... Donc voilà, donc c'était pour parler de ça. En plus, je dirais, ça s'ajoute à ce que vous avez évoqué de la nécessité de changer de technologie. C'est-à-dire que même quand on ne change pas de technologie, il faut quand même changer de manière de faire. Et j'aimais bien ta petite anecdote sur comment je fais ma mue vers un nouveau système. Est-ce que j'embauche et je crée une petite war room avec des nouveaux profils, des nouveaux développeurs, ou est-ce que je fais monter en compétences? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Mais je pense que les directions tech aujourd'hui sont un petit peu, en effet, en tout cas, réfléchissent à l'usage, à la ressource humaine. C'est est-ce qu'il faut, étant donné qu'en fait, il y a beaucoup plus d'idées que de capacités. En fait, comment utiliser les prestations pour gérer cette dette? Est-ce qu'on fait travailler des gens dans un coin extérieur à l'entreprise pendant 1 an et qu'on maintient nos développeurs actuels sur une ancienne techno? Tout ça, c'est des choses qui sont complexes à gérer. Alors, bravo déjà pour ces mutations successives et la capacité d'embarquer ta direction générale, Nextstage et tous les collaborateurs, parce que finalement, c'est ce que disait Nicolas, c'est toute une culture d'entreprise face à ces transformations. Et toute cette énergie, finalement, fait-nous rêver, là c'est la dernière question, tout le monde a soif, sur l'expérience client waouh, et qui, à ton avis, est le Graal absolu. Alors attention, parce qu'on parle d'épargne en ligne. Donc je veux faire rêver, certes, mais fais-nous rêver sur l'épargne en ligne. Donc non, mais l'expérience client, comme on la voit chez Lynxia aujourd'hui, à part les frais bas qu'on offre, donc ça c'est vraiment essentiel, c'est en fait l'épargne. Acheter un contrat d'assurance vie, c'est compliqué déjà pour plein de gens. Et puis c'est fastidieux, il y a du papier, il y a du truc et tout. Donc nous, ce qu'on veut, c'est évidemment, en tant que pure player, rendre la chose 100% en ligne en gommant tous les irritants du processus de souscription. Et on a une notion qui est très importante chez nous, c'est le conseil personnalisé. Donc c'est vrai qu'on a des clients qui à la fois mettent 10 000 euros chez nous et des clients qui mettent plusieurs millions, voire des dizaines de millions. Et donc comment on s'adapte en conseil, notamment à des profils qui sont très différents. Et ça, la data et le digital nous permet de le faire. Donc dans un monde idéal, on souscrit en 5 minutes et après, via son espace client sur son appli mobile, on a de manière ludique des conseils, des opportunités qui viennent et qu'on peut acheter en 2 clics. Mais c'est plus facile à dire. Et dans d'autres univers, tu as été déjà scotché par une expérience client qui t'a... Moi, j'ai eu l'expérience, la même que Nicolas, en achetant un livre de physique pour mon fils en prépa, mais je me suis trompée, j'avais pris PCSI au lieu de MPSI. Eh bien, on m'a offert, donc j'ai un livre de physique à vendre si quelqu'un est intéressé. On m'a dit de le garder, et pareil, 2 jours après, j'en avais un autre. Donc ça, c'est une expérience qui m'a bluffée. Est-ce que toi, ou même chacun d'entre vous, est-ce que vous avez une expérience pour finir cette conférence qui vous a bluffé et qui reste un peu un modèle? Je pense que une expérience qu'on a tous eu beaucoup dans cette salle, c'est la première fois qu'on ouvre un compte chez Conto. Par exemple, quand on était à la Société Générale professionnelle avant et qu'il y a cette ouverture de compte pour une entreprise, là, il y a un effet quand même waouh. On se dit là, ils ont bien travaillé. Moi, il y a un outil que j'aime beaucoup et qu'ils utilisent et qu'une autre plateforme sur laquelle que j'aime bien, qui s'appelle Indie, qui est aussi une plateforme de comptabilité pour indépendants. C'est Intercom, qui est une solution de chatbot qui fait en même temps du chatbot super intelligent, qui d'ailleurs ouvre une nouvelle fonctionnalité avec ChatGPT pour répondre de manière beaucoup plus efficace, mais qui est aussi un help service, un CRM et presque un outil de marketing. C'est un outil formidable. Je le pousse beaucoup en interne. Et je crois de plus en plus aussi à cette hybridation entre des solutions que nous on développe, mais aussi il y a tellement de solutions en fait à laquelle on peut se servir
sur le marché en ce moment et qu'on peut connecter via Zapier, via des logiciels comme ça à nos technos qui rendent la chose, où là on peut accélérer quand même. Donc là, il y a un espoir. En tout cas, c'est rassurant parce que quand on voit notre petit papillon Diane qui en est à sa 10e mutation digitale, elle a toujours autant d'énergie et de joie. Donc vous voyez, finalement, c'est pas un gros calvaire.